il y a 3 facteurs qui pourraient influencer le choix du mesurage bovin. C'est-à-dire, d'abord, il faut savoir qu'il y a un enjeu un peu au niveau des brokers, c'est-à-dire qu'est-ce qui est déjà sur le marché. Mhm. Parce que des fois, c'est un peu ça la limite. C'est-à-dire que si toutes les suites de cette même envergure sont plus BOMA 80, ou un bâtiment similaire sont plus mesurage BOMA 80, 86, 87, pardon, ça va faire comme les gens, ils vont vouloir dire, mais tu vas pas me faire un BOMA 96, ce qui est dans le marché aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans une autre capsule de Les spécialistes de l'immobilier commercial. Je suis en compagnie de Mélissa Jacob. Bonjour Laurent, Bien content de t'avoir aujourd'hui. toi aussi? Ainsi que Sarah Feki, qui est aussi architecte et associée chez Coesio. Oui. Enchantée, Sarah. Enchanté, Laurent. Bien content de t'avoir aujourd'hui. Et merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux nous parler un peu, Cosio, qu'est-ce que vous effectuez? Vous êtes des architectes, mais un petit peu plus de détails face à Oui, l'entreprise? oui, oui. Bon, Coesio Architecture est une firme d'architecture qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Donc, on a quand même 40 ans d'existence. Puis, on est très présent sur la scène montréalaise, spécialement particulièrement au centre-ville. Donc, on fait beaucoup d'accompagnement de gestionnaires d'immeubles dans les travaux de matière d'actifs, que ce soit au niveau de l'enveloppe, des aménagements intérieurs, accompagnement locataire, puis fait de nous aussi, grâce à mon associé Stéphane Carrière, des experts en mesurage BOMA. Donc, c'est pour laquelle aujourd'hui j'ai accepté de me joindre à vous pour vous en parler un peu plus. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler vraiment des normes BOMA, des mesurages BOMA. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de nos transactions, qui fait partie intégrante aussi de l'immobilier commercial. Puis, je trouve qu'on n'a pas assez d'informations par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un petit vidéo pour en parler et de t'inviter à nous partager tes connaissances face au mesurage BOMA. Merci beaucoup. D'abord, juste pour mettre en contexte, il y a une association qui est à Montréal qui s'appelle BOMA. Donc, elle est vraiment là comme un pied-à-terre pour éduquer tous les professionnels. C'est sûr que c'est Stéphane Carrière, mon associé, qui fait toutes les présentations et les formations, mais il existe aujourd'hui à Montréal une référence au niveau du mesurage BOMA, qui est l'association BOMA, qui est très active. BOMA Québec. Oui, BOMA Québec, exactement. Puis c'est grâce à elle que aujourd'hui BOMA s'est implanté au centre-ville de Montréal. Les gestionnaires d'immeubles l'ont adopté. Donc, il y a eu quand même beaucoup de travail. Je ne veux pas juste l'amener de ma propre perspective, mais oui, bénéficiant de ce parcours-là, grâce à, encore une fois, mon associé Stéphane Carrière, oui, il y a quand même beaucoup de mesurages BOMA qui se font aujourd'hui surtout on parle des grands édifices à Montréal, c'est-à-dire les tours à bureaux, ou on parle aussi de moyens tours à bureaux. Puis il y a aussi je ne sais pas si on va avoir l'occasion de l'aborder, mais le secteur industriel aussi, ça commence à être de plus en plus populaire. Est-ce que tu peux nous expliquer justement c'est quoi le mesurage BOMA, puis qu'est-ce que ça veut dire BOMA? Écoute, BOMA, déjà, pour commencer, ça, c'est la base On commence avec la base, là. C'est ça, c'est Building Owner Manager Association International. Donc, c'est une norme américaine qui date depuis les années 80, pour ne pas dire bien avant. Donc, mais elle a commencé, la première norme BOMA, c'est la norme BOMA 86 Bureau, qui est la plus populaire puis la plus répandue. Puis après, au fur et à mesure, en fait, il y a toujours eu des ajustements. Donc, il y a eu le BOMA 96 bureau, il y a eu le BOMA 2010 bureau, pour aller ensuite à 2017, 2000, je pense qu'il y en a un 2023, je suis pas sûre. En tout cas, mais pour il y a beaucoup de BOMA pour tous les usages. On parle de BOMA commercial, BOMA résidentiel, BOMA industriel. Puis quand tous ces BOMA se mélangent,
il y a une autre norme, celle de BOMA Mixed Use. Donc, il y a quand même une panoplie pour chacun des bâtiments et leurs usages. Comme, tu sais, on m'entend parler justement, moi, ça a été mesuré selon BOMA 2001 ou 2023 ou peu importe. C'est comment qu'on établit quel mesurage qu'on fait, quelle année qu'on utilise? Oui, il y a 3 facteurs qui pourraient influencer le choix du mesurage BOMA. C'est-à-dire, d'abord, il faut savoir qu'il y a un enjeu un peu au niveau des brokers, c'est-à-dire qu'est-ce qui est déjà sur le marché. Parce que des fois, c'est un peu ça la limite. C'est-à-dire que si toutes les suites de cette même envergure sont plus BOMA 80 ou un bâtiment similaire sont plus mesurage BOMA 87, pardon, ça va faire comme les gens, ils vont vouloir dire, mais tu vas pas me faire un BOMA 96. Ce qui est dans le marché aujourd'hui, souvent, c'est le marché qui va peut-être influencer. Deuxièmement, ça va être le choix du gestionnaire d'immeuble ou du financier ou du propriétaire de dire qu'est-ce qui est le plus avantageux pour moi, puis à quelle date il commence. S'il commence ça en 2001, c'est sûr qu'il a le choix de choisir entre BOMA 96 puis BOMA 87 ou si jamais il commence un peu plus tard. Tu sais, il y a toujours une façon de... Puis tu dis que ça marche un peu selon le marché, donc présentement, c'est quelle qui est tendance? C'est sûr qu'il y a toujours une base de 89. OK. Parce que c'est la première. Donc, tous les propriétaires d'immeubles ont souvent, quand ils étaient initiés à BOMA, ont adopté la plus ancienne. Mais après, ce qui se passe, c'est que BOMA 89 est tellement limitatif, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte du bâtiment en entier, mais plus elle fonctionne par étage, ce qui fait que ce n'est pas très avantageux pour le propriétaire. Donc, souvent, il y a une migration de 89 à 96. Puis après, si jamais il y a un locataire qui rentre, c'est-à-dire que je peux pas dire, ça dépend du contexte de chacun des bâtiments. Il y a pas, c'est sûr que ce qui est le plus utilisé et le plus répandu, c'est 96. Parce que le 96, c'est comme ça a été, pour les propriétaires d'immeubles, ça a été comme la norme qui a pu les représenter leurs intérêts le plus relativement à celle de 89, mais c'est sûr que 2010 va aller chercher quelque chose de plus subtil en termes de rentabilité des espaces. Mais je te dirais que oui, je peux statuer. 96, c'est elle qu'on voit le ouais. plus fréquemment. Oui. 89, ce que tu disais, c'est que c'est plus par étage. Ben, en fait, c'est la première. Donc, la première, elle n'a pas été elle n'avait pas une vision globale. Puis la maturité, parce que c'est souvent la norme, elle va s'adapter aux besoins des gestionnaires, elle va s'adapter aux besoins des locataires, donc elle va aller venir chercher encore plus d'intérêt pour le propriétaire, mais défendre aussi les intérêts des locataires pour qu'ils ne se retrouvent pas non plus à payer. Picard en trop, là. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est là d'où la pertinence de la norme, parce que c'est la meilleure façon de s'en sortir. Si je vous dis, moi, j'ai cet espace, puis qu'il faut qu'on sorte une superficie pied carré, là, toi, tu aurais tendance à vouloir intégrer le vitrage. L'autre, il va me dire, non, moi, je m'arrête au bord du tapis. Moi, je te dis, non, peut-être que c'est au milieu. Donc, c'est comme, on pourrait être 3 personnes, on pourrait faire le tour de la pièce, puis sortir avec 3 superficies différentes. Puis, qui de nous a raison? Puis, le propriétaire, qu'est-ce qu'il va prendre? Le locataire, qu'est-ce qu'il va suggérer? Chacun va voir les sujets. Oui. Qui paye la cage d'escalier, qui paye pour l'ascenseur, les aires communes. Fait que, c'est d'avoir des normes qui viennent dire que c'est comme ça que ça marche. Donc, finalement, la norme BOMA, c'est un arbitrage entre ça ces vient deux parties. trancher, dans le fond. Exact. Puis nous, en tant que professionnels, on n'a pas le choix d'être objectif. Donc, on va souvent aller chercher le réel mesurage, puis on va être équitable et authentique partout. C'est-à-dire, tu me mets dans un autre espace similaire, je vais te sortir la même superficie. Il n'y a plus d'espace d'interprétation. Je comprends. Très intéressant. Pourquoi le mesurage BOMA est-il essentiel dans le secteur immobilier? C'est essentiel parce que d'abord, ça permet aux propriétaires d'immeubles de savoir qu'il n'y a pas un pied carré qui part dans les airs. C'est-à-dire qu'on finit toujours, d'ailleurs, j'aimerais faire un petit clin d'œil à Stéphane Carrère qui dit la tarte, elle est toujours la même. C'est-à-dire qu'on a toujours le même pied carré de base, puis on va s'arranger à ce que tous les locataires de l'immeuble payent à la fin le même pied carré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte
d'espace, tout est optimisé et équitablement réparti. Même pas les vides sanitaires, puis ces affaires-là, ça se perd, ça? Non, ça c'est tout ce qui est vide, il n'y a pas de plancher, ça dépend. D'abord, si ça dépasse les 1 mètre carré, on les exclut du mesurage, sinon on les identifie comme des vides techniques, puis oui, eux ne font pas partie. Puis ça, c'est une de la réglementation de la norme, c'est qu'elle permet d'identifier qu'est-ce qui est un vide, un essieu est-il un vide, un escalier qui est dans une suite, qui appartient juste au locataire, puis seulement lui, il en a accès et en bénéficie. Ben oui, on voit ça des fois. Finalement, ça va faire partie de sa suite. Donc, on est là pour trancher qu'est-ce qui est vide, qu'est-ce qui est espace commun, qu'est-ce qui fait partie de la suite. Puis souvent, on va aller chercher le propriétaire, on va aller sur place faire des relevés. Tu sais, c'est quand même un œil objectif où on va aller avec un mesurage identique dans toutes les situations parce qu'on applique une norme. Donc, on protège les intérêts du locataire, puis on protège aussi les intérêts du propriétaire. Mais l'autre point qui est aussi très intéressant, c'est d'être clean. C'est-à-dire, si jamais le propriétaire souhaite vendre son immeuble, il est capable de dire à son acquéreur, et moi, j'ai un BOMA 2010 là, puis je suis capable d'aller facturer tous mes pieds carrés. Monsieur le nouveau acheteur, vous n'avez pas de défi à avoir. Il n'y a pas de perte non plus. Exact. Il n'y a pas de perte. Puis souvent, ce qui se passe, ça, je l'ai fait plusieurs fois, c'est qu'on accompagne des acheteurs confidentiels, anonymes, je ne peux pas citer, mais qui vont aller chercher le BOMA avant d'acheter et voir qu'est-ce qui a été déclaré chez le locataire, puis faire une différence, puis voir si déjà, à la base, sur papier, il y a une plus-value à Est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, qu'il y avait un pied carré inscrit? Une grosse différence. Puis sur le bail, puis là, tu arrives, puis tu as une belle grosse différence, là. Souvent, la différence, elle est faite dans la superficie locative. Parce que nous, le mesurage BOMA, ce qu'il va faire, c'est qu'il va extraire une superficie utilisable. Donc, on a comme cette pièce-là. Puis après, on va lui attribuer un facteur. Donc, ce facteur-là va permettre d'aller chercher un prorata par rapport à la superficie en espace commun. Puis souvent, dans le marché, ce qui se passe, c'est que les gens, ils parlent pas trop souvent de quelle norme BOMA tu appliques, mais plutôt quel facteur tu as. Parce qu'au bout d'un moment, là, tu as beau avoir des espaces communs qui font un étage, là, tu es capé, tu peux pas tout facturer à ton locataire. Puis le locataire, il va dire, c'est combien toi ton facteur? Je dis, moi je suis à 12%. Ok. L'autre, il lui dit, moi je suis à 17%. Il dit, écoute, parce que généralement, à un moment donné, pour se régulariser sur le marché, ce qui se passe, c'est que au bout de 15%, les gens vont caper. Ils vont dire, peu importe combien d'espaces communs tu as, moi, je suis prêt juste à payer 15%. Ça, juste pour mettre ça pour les téléspectateurs qui regardent, là, on parle du ratio LU, louable sur utilisable, qui est souvent le ratio qui est recherché, comme tu dis. Oui. Fait que ça va jouer en dessous, là, 10, 15, 20%, mais tu dis, il y en a qui capent à 15%, ils veulent pas payer plus. Exactement. Puis nous, à l'œil d'architecte, quand on voit le facteur, on est capable de juger combien le bâtiment est optimisé. C'est-à-dire, quand tu vois le facteur, tu es capable de dire, il y a eu trop d'espace commun, pas assez. Tu es capable de comprendre un peu la configuration du bâtiment et l'optimisation du noyau qui est toujours au centre. Intéressant. En tant qu'architecte, là, c'est quoi votre perspective face à l'importance justement d'une standardisation offerte justement par BOMA? En fait, d'abord, ça permet de nous protéger en termes de l'éthique sur notre profession, c'est-à-dire un architecte, il est régi par une éthique dans sa profession, il doit être juste, il doit être équitable, droit. Bien qu'on ait des honoraires professionnels, on n'achète pas l'opinion d'un architecte. Donc, ça nous protège. Puis, ça nous rassure quant au locataire qui va avoir accès à ces documents-là, parce que le professionnel, des fois, ça peut se passer par un arpenteur, mais l'architecte aussi peut signer, sceller des certificats de mesurage, mais un certificat de mesurage, c'est un document officiel qu'on est capable d'aller en cours avec si jamais c'est pas juste et c'est pas réel. Donc, c'est important d'avoir une norme qui nous accompagne, qui nous permet d'éduquer le propriétaire, de rassurer le locataire ou inversement, d'éduquer le locataire et rassurer le propriétaire par rapport aux intérêts pour que ça soit un financement viable.
un immeuble à location, là, c'est pas du bénévolat. Il y a du profit. Est-ce que tu penses un jour, Sarah, que tous les immeubles commerciaux vont devoir avoir un mesurage BOMA avec le sceau? Écoute, moi, de ma perspective et avec la quantité d'ouvrages qu'on a, j'ai l'impression que tous les tours de Montréal, déjà, ils sont inscrits dedans. Ils n'ont pas le choix. Quand on parle d'une tour de plus de trentaine d'étages, c'est la seule façon de s'en sortir, là. Mais oui, les petits bureaux, ils ont tendance les petits immeubles, ils ont tendance à vouloir aller vers ça pour aussi donner de la crédibilité. Ça donne une belle image du propriétaire qui est équitable, qui ne cherche pas à arrondir les coins. Puis ça donne aussi de la valeur à son édifice parce qu'il a tout répertorié, puis il est clean, il n'y a pas de surprise. C'est très bien aussi pour les vérifications diligences. Ben oui, nous, on l'a des fois dans nos dossiers. Là, ça manque. Question pour toi. Ça me dit ici, ma question, c'est quel type de bâtiment? Mais tantôt, tu as parlé de l'industriel. Oui. Nous, on sait que c'est très populaire dans les immeubles à bureaux. Mais après ça, immeuble industriel, commerce de détail, c'est les aires communes. Quand il y a plusieurs locataires, sûrement que ça doit rentrer? Non, c'est plutôt, c'est une norme qui est beaucoup plus simple que les normes de bureau parce qu'il y a moins d'activité puis moins de complexité au niveau de la répartition des espaces. Mais c'est plutôt, elle traite les mezzanines. Les mezzanines. Et la qualité des mezzanines, comment c'est répertorier une mezzanine industrielle ou étage à bureau. Donc, c'est vraiment les mezzanines la norme BOMA industrielle apporte une plus-value au niveau des mezzanines. C'est là où on c'est sur une dalle de béton ou si c'est une heavy duty ou il doit y avoir des affaires, là, ça doit changer. Oui, ou une plateforme élévatrice. On est capable de trancher si c'est du pied carré locatif ou si ça fait partie Donc, il y a quand même une analyse qui est pertinente pour identifier les mezzanines et les faire et augmenter leur pied carré locatif. Oui, après, il va y avoir les bureaux. Parce qu'il y a toujours, dans une zone industrielle, il y a toujours du pied carré bureau, c'est-à-dire... Tu peux se retrouver sur des mezzanines. Exactement. Aussi, donc, il y a aussi ça qu'on est capable d'aller répertorier, d'aller identifier d'une manière objective. Puis, oui, ça nous est arrivé de trouver des parcs industriels avec plusieurs locataires. Mais c'est pas là la plus-value. C'est comme ils vont traiter ça d'une manière très basique. C'est pas comme le bureau. J'aurais pensé peut-être d'un stationnement, tu sais, multi-tenant, plusieurs locataires, stationnement. Lui, il y a tout ça. Comment on s'arrange pour le déneigement? La norme BOMA, elle exclut le stationnement. C'est juste pour l'immeuble. Okay. Parce que le stationnement est puis ça a été vraiment un point qui a... Oui, puis j'en ai parlé, c'est drôle, juste la semaine dernière avec mon collègue qui fait un mesurage BOMA de différents usages. Donc lui, il a comme hôtel, commerce et bureau. Résidentiel, commerce et bureau. Puis ils ont tous un stationnement. Puis là, il m'a dit, il faudrait peut-être voir c'est quoi le stationnement. C'est la même question. Non, le stationnement, c'est un service en soi. Puis il détient tellement une grande superficie qu'il est exclu du mesurage. Parce que sinon, il prendrait une grande portion d'espace commun. Ça n'a pas de sens. Tu ne vas pas payer un stationnement à un locataire. Exact. Donc, c'est un service de bureau. Par contre, les espaces qui desservent le stationnement, c'est-à-dire si on a une conciergerie, un dépôt, un espace de rangement, celui-là pourrait être comptabilisé comme un espace commun, puis lui, oui, il ferait l'objet d'un ratio. On se fait souvent demander justement en transaction si la mezzanine est inclue dans la location. Est-ce qu'on la compte dans le pied carré? À ce moment-là, on préfère affaire avec un architecte pour savoir si on peut le calculer ou non. Oui, puis surtout si elle est conforme au code. Ça, c'est la première... Désolée, ça, c'est mon instinct architecte. C'est parfait. Petite question pour toi. À quel moment du projet ou de la transaction on effectue le mesurage BOMA? Et c'est quand que ça doit être appliqué et pourquoi l'importance de faire le mesurage en vérification diligente ou lors d'une construction? On a eu 3 mois de mon expérience. J'ai accompagné, encore une fois, mon associé Stéphane Carrière, mais dans 3 types de mandats. Puis c'était impressionnant de voir à quel point le BOMA est pertinent. La première, c'était à l'étape planification, c'est-à-dire on avait vous le connaissez, mais je ne peux pas le donner, c'est confidentiel, mais c'est comme c'est un grand parc immobilier.
Puis, ils étaient en conception autour de la table de dessin. On n'était pas les architectes concepteurs, mais on a été mandatés pour faire une vérification rapide des espaces communs et de leurs proportions pour qu'on accompagne les financiers pour qu'ils voient si, après, quand ils vont louer leurs espaces, ils sont capables de facturer ce pied carré. Puis, on a dû même revoir le design à la base parce qu'il y avait des corridors qui n'avaient pas de sens. Donc, déjà sur le plan. Sur le plan à l'étape conceptuelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui souvent arrive à 99%, c'est qu'à la veille de l'entrée d'un locataire, on en prend le téléphone et on appelle l'architecte et on dit « Hé, demain, j'ai besoin de mon mesurage Baumann, je dois faire un certificat de mesurage, puis je dois déterminer un pied carré pour qu'il puisse déterminer aussi son coût de location. Faites-nous parvenir ça demain. » Donc ça, c'est 99% des cas. Puis, c'est-tu en 24 heures que vous faites ça? Non, on est capable de... Non. C'est quoi les délais, hein? C'est quoi les délais pour prévenir les gens? Dans 24 heures d'avance. Non, c'est ça. Puis tu me dis pas, je suis censée le livrer la veille, surtout. Mais c'est fou parce que le temps est plus important que l'argent. Puis quand on est en train de closer un deal, franchement, c'est le temps. Moi, je vous dis, dépendamment de la grosseur de l'immeuble, c'est le relevé qui est le plus... déterminant, c'est-à-dire à quel point on a accès aux espaces puis qu'on peut faire le relevé. Puis après, bon, on a le tableau de calcul que ça, c'est une équipe qui le fait. Les plans, on est capable de les déléguer à la production. C'est entre 3 semaines et 2 semaines. Okay. Donc, aussitôt que vous avez une promesse d'achat acceptée, on donne le mandat pour faire le mesurage Baumann. C'est ça. Puis le troisième point auquel on intervient, puis là, on ne souhaite pas intervenir sincèrement, c'est quand le locataire veut poursuivre ou le propriétaire veut poursuivre son locataire, puis ils partent en cours. Des fois, il faut désigner un expert pour un jugement. Puis là, on vient pour juger. C'est ce qui a été mis sur le papier dans Commune Audit, de voir si c'était bien fait ou pas. D'ailleurs, on a tellement fait ça qu'on a appris à intégrer ça dans nos plans pour que, tu sais, on définit les limites. Il y a comme une sorte de note à mettre, d'indication pour que si jamais tu te fais auditer, ça va prendre 30 minutes, les gens vont voir les plans puis ils vont dire tout va bien, là, c'est comme ça et pas autrement. Ça aussi, ça arrive. On essaye qu'on n'y arrive pas là, mais ça arrive. Ça arrive que ça part en cours puis on est des experts ici. Mais c'est ça, aussi bien procéder tout de suite, dès le début, quand on vient pour faire des baux avec une méthode Baumann, comme ça on est certain que ça n'arrive pas par la suite. Puis la vérité, de toute l'expérience que j'ai eue, souvent quand le propriétaire de l'immeuble vient et te dit « je veux faire un mesurage Baumann », il n'est pas en mode en train de vouloir grignoter ou de vouloir... Tu sais, il n'y a pas de jugement d'influence, on ne met pas la pression. C'est comme quand il est rendu à ce niveau-là, tu sais, il sait qu'il va être protégé par la norme. Donc, on a réellement, sincèrement, on n'a jamais eu un client qui nous disait hey, faites-moi ça comme ça, ou que tout le monde, puis même eux, ils ont peur de nous tellement, parce que, tu sais, on est un expert, puis on a du recul, donc ils veulent pas non plus qu'on les voit avec ces yeux-là, puis donc c'est comme, souvent, dès qu'on arrive à la norme, tout est propre. Tout est sans pression, on vient faire ça, c'est très agréable comme expérience. C'est de bonne foi du mandat. Puis après, on présente les résultats, puis ça se passe souvent super bien parce que lui, des fois, on part d'un niveau tellement bas que lui, on dit, t'es capable d'aller facturer telle somme, il est tellement content. Donc, généralement, ça se passe super bien. Question pour toi, Sarah. Oui. On a appris dernièrement, là, il y a des ratios LU, là, le fameux ratio, tu disais, il y en a par étage. Il y en a pour le bâtiment aussi. Fait qu'on pourrait dire, mettons, le ratio élu du premier étage, les autres ne payent pas pour la cage d'escalier qui va en haut ou peu importe. Fait que ça, vous faites ça aussi? En fait, cage d'escalier, c'est un vide technique, donc il n'y a pas de élu qui lui est attribué. Mais oui, ça, c'est la différence. En fait, ça, c'est la révolution qui s'est passée entre la norme Baumann 89 et 96. Parce que ce qui s'est passé, c'est que 89, elle traite juste par étage. Elle s'en fout de l'entrée. Elle s'en fout de l'appentis, du sous-sol où il y a la conciergerie ou les vestiaires de, je ne sais pas, des gardiens. C'est-à-dire, elle ne va pas tenir compte de l'ensemble, de la globalité du bâtiment. Donc, ce qui fait que le locataire paye juste pour son étage. Puis quand il y a un seul locataire par étage, il finit par tout payer.
parce que c'est ça la règle. Par contre, le BOMA 96, là où il y a eu une réelle révolution, c'est qu'on est venu dire aux propriétaires, tu es capable d'aller chercher tes superficies dans l'appentis, tu es capable d'aller chercher une grosse salle, parce que souvent, on se retrouve avec des étages mécaniques au centre-ville, puis ces étages-là, il faut être capable de les dissiper quelque part. Donc, le mesurage BOMA 96 est capable d'aller chercher ces étages-là qui ne sont pas occupés, et que dans la norme 89, ça aurait été impossible de les prendre. Donc, le 96, avantage des propriétaires. Avantage, oui, mais surtout, il englobe en totalité le bâtiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une superficie qui n'est pas représentée. OK. Intéressant. Puis après, le 2010, juste pour enchaîner, lui, c'est plus la méthode de calcul qui est différente. C'est-à-dire, ils ont comme fait une autre révolution. Ils ont dit, on va faire un nouveau vocabulaire, une nouvelle nomenclature. Puis, ils ont fait de nouvelles règles mathématiques où il y a d'autres ajustements qui se sont créés, mais c'est plus mathématique. Mais ceci dit, souvent aussi on avait fait, c'est que le propriétaire nous dit fais-nous le calcul 96, 2010, puis on va voir c'est quoi les différences. Qu'est-ce que ça... Ouais, parce que c'est pas du tac au tac. Je peux pas dire un immeuble, ça dépend, est-ce qu'il a des entrepôts, est-ce qu'il y a des services d'agrément d'étage, c'est du cas par cas. Donc, je peux pas dire que le 2010, c'est une révolution comme du 89 à 96, mais souvent, les gens, ils vont aller chercher les deux pour pouvoir faire une analyse et voir qu'est-ce qui les avance. Oui, pour du pied carré, là, on est prêt à tout. On est prêt à tout. C'est bon, ça, j'adore. Donc, si on a parlé, il y a de la valorisation, il y a de l'optimisation à faire avec le BOMA. On a parlé un petit peu plus tôt, justement, il y a des fois des pièces qui n'ont pas été comptées dans le mesurage. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, là, justement, qu'il y aurait eu une valorisation ou une optimisation peut-être avec BOMA? Oui. En fait, l'étage mécanique, ça, c'est un bel exemple que je viens de dire tout à l'heure. C'est comme lui, toute sa vie, cet étage mécanique, il n'a jamais été oublié. Donc là, on parle salle de gicleur, chambre électrique. Puis c'est des étages, là, quand je te dis, tu rentres dans un étage en entier qui a juste de l'équipement mécanique, ils n'ont jamais été capables d'aller facturer ça. Ça a été de l'ordre ils étaient hyper contents d'aller vers ça. L'autre avantage, c'était on était capable d'aller chercher aussi, si jamais il y a un entrepôt locatif au sous-sol, d'aller le chercher. Puis lui, il dit, pour mon entrepôt locatif, moi, je ne veux pas payer des superficies, un corridor. Moi, j'ai un entrepôt locatif au sous-sol. Donc, là, c'est là où la norme BOMA 2010 elle a son avantage, c'est qu'elle est capable d'exclure la superficie d'entreposage dès le début. Un exemple concret, c'était, en fait, il y a un exemple concret, mais qui n'est pas de l'avantage du propriétaire, c'est les double hauteurs. Ça, on ne peut rien faire. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi les double hauteurs? En fait, quand tu as une entrée en double hauteur, tu as des espaces qui ont une certaine double hauteur. Ça, au niveau du mesurage BOMA, il n'y a pas de plus-value. C'est perdu, ça. C'est perdu. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la maintenance, de la ventilation, de l'éclairage, de la construction et de la valeur de l'espace, il y a quelque chose qui est mis sur la table, mais on n'est pas capable. Donc, le vide n'a jamais été comptabilisé. Quand on rentre dans un immeuble, il y a un hall d'entrée de 20 pieds, mettons. C'est ça que tu voulais dire, en double hauteur. Oui. Ou des fois, tu trouves souvent les suites au rez-de-chaussée. Ouais. Tu sais qu'eux, elles ont des hauteurs sous plafond incroyables. Ouais. Puis souvent, ils me disent, regarde, on a une belle qualité, mais écoute, il n'y a aucune façon d'intégrer ça dans le calcul. Donc ça, c'est un peu... Donc, on fait des petits halls d'entrée. Non, mais oui. Oui. Il faut savoir où les mettre, puis juger. Puis l'autre point qui a été, peut-être on a eu un exercice un peu compliqué, c'est que des fois, il y a plusieurs copropriétaires d'un seul immeuble. Puis ça, c'est peut-être la limite que j'ai eu un peu de difficulté. C'est-à-dire qu'on a dû interpréter, puis mettre une méthodologie de travail qui appuie ça. C'est quand tu as plusieurs propriétaires, puis que l'immeuble est divisé en copropriétés, puis ces copropriétés, ils ont des espaces communs, puis ils n'ont pas. Donc ça, c'est le cas le plus complexe que nous avons vu, mais souvent, ça rajoute une complexité.
Ben Est-ce que vous en faites des copropriétés, justement, pour mentionner quelle partie qui appartient à qui ou qui est aux frais de qui dans la copropriété? Sur le volet légal, c'est sûr que nous, on n'intervient pas. On va se référer sur les cadastres, puisqu'il a été déjà légal. On va prendre note, puis oui, on superpose les limites cadastrales sur nos plans pour voir. D'ailleurs, souvent, dans notre méthodologie, ça, on le fait, puis c'est une recommandation que je donne à nos propriétaires d'immeubles, nos investisseurs, c'est souvent d'aller chercher toute la superposition de l'information. C'est-à-dire, s'il y a eu un ancien mesurage par un arpenteur, il faut les superposer et il ne faut pas juste tenir compte du dernier parce qu'il y a peut-être du chemin qui a été fait pour comprendre l'historique, puis on bâtit dessus. C'est-à-dire, moi, quand je prends un plan, je ne le vois pas juste je demande à 99% ou à 100%, c'est une règle de base, d'avoir les plans de l'arpenteur, de voir les anciens certificats de mesurage. Qu'est-ce qui a été dit pour qu'on puisse bâtir dessus. Donc oui, dans le cas où ça nous est arrivé une fois d'avoir plusieurs copropriétés, puis que ces copropriétés avaient des espaces communs entre elles, puis il y avait des espaces qui ne les concernaient pas, il fallait comme faire un peu le ménage pour que le propriétaire A ne paye pas les espaces communs du propriétaire B, que lui, c'est à l'intérieur de son édifice, de ses locataires. On le voit souvent que c'est pas très clair qui paye quoi dans une copropriété. C'est ça. Donc, on est capable, oui, on a quand même une méthodologie pour les accompagner, puis ça rentre toujours dans le service Air Service d'immeuble. Donc, ça sera le commun d'immeuble qui sera discuté là-dessus. Question pour toi. Demain matin, on signe un mandat. On te donne un mandat, BOMA. C'est quoi les étapes exactement à suivre? C'est quand est-ce que le mesurage se fait? Quand est-ce que ça va être sur plan, que ça va être dans vos bureaux que ça va se faire? Tu sais, on a parlé au moins, on a le délai, là, entre 2 à 3-4 semaines. Mais demain matin, on signe un mandat. Vous venez sur place mesurer? Non. Ou pas? Non? OK. Il faut qu'on fasse notre offre de service avant. D'accord. Et là, il y a toute une recherche qui se fait. OK. D'abord, est-ce que vous avez des plans de l'existant? Parce que ça change. Ben oui. Proportionnellement le montant de la facture. Ça, je vous le garantis. Okay. Donc, et c'est quoi la qualité de vos plans? Si les gens n'ont pas les plans, ils peuvent aller à la ville, souvent? En fait, oui, ils peuvent aller à la ville, mais est-ce que ça a été mis à jour? Est-ce qu'ils sont capables de signer de leur... Parce que souvent, c'est ça. Est-ce qu'on est en mode, on fait un relevé de vérification de toutes les... on traite les limites des suites, là, on ne va pas rentrer dans les séparations intérieures, ça n'a pas de sens, ça ne nous concerne pas. Mais souvent, on va voir si c'est à jour ou pas. Donc, si le propriétaire me dit « et je dispose de bons fonds de plan que je viens de faire, que le bâtiment est tout neuf, tel que construit, puis voici mes plans », là, on est capable de dire « OK, les plans, il faut qu'ils soient à jour. » Il faut qu'ils soient à jour pour que nous, on puisse baser notre soumission. Donc, c'est la qualité de la documentation que le client doit fournir, les besoins. Si on n'a pas les plans, là, on fait le package total, puis ça va nous faire plaisir, mais ça prend un peu plus de temps parce que là, on part de zéro. De rien. Donc là, un traçage de mur. Puis là, il y a une petite responsabilité. Il faut qu'on ait le plan de l'arpenteur pour essayer de vérifier bien la limite. Tu sais, on revoit le point de son essentiel. Fait que si on n'a pas de plan, ça serait quoi le délai? Tantôt, on a parlé de à peu près 3-4 semaines. Là, si on n'aurait pas de plan, on rajoute combien de temps à peu près? Déjà, si les étages... Non, on dit approximativement. Oui, ça peut varier. Non, je comprends. On s'entend un 50 000 pieds ou un 500 000 pieds, c'est pas le même mandat. Exactement. C'est juste pour donner une idée approximative. Oui, je vais donner l'hypothèse la plus standard. Donc, si jamais les étages sont types, OK? C'est-à-dire que, écoute, le bâtiment, il ne fait pas comme ça. Il va rester un bon rectangle tout haut, là, et il n'y a rien qui se passe. Donc, le noyau, une fois que tu le mesures, tu es capable de le superposer. C'est logique. Donc, ce qui va se faire, c'est que oui, ça va prendre du temps. Ça va peut-être rajouter une semaine de plus parce qu'il va y avoir une mise en plan où on va être un peu sur nos nerfs puis vouloir... Tu sais, c'est de la responsabilité. Oui. Il faut que ça soit vraiment tel que la réalité. Donc, ça va peut-être rajouter un délai de 1 semaine. Mais c'est pas ça qui rajoute le délai. Les délais qui sont rajoutés, c'est la réponse aux questions. C'est-à-dire que le client doit savoir que les professionnels
vont le matraquer avec des questions, ils vont aller chercher et donne-moi accès à ce local, laisse-moi visiter tout ton bâtiment, ouvre-moi tous tes locaux. Donc, c'est un peu ça, des fois, la D'autres délais. difficulté. Donc, oui, parce que si jamais on n'a pas accès à un endroit, il faut qu'on revienne, il faut qu'on séduise un deuxième relevé, mobiliser l'équipe, se déplacer, revenir. Donc, ça, souvent, ça rajoute des délais. Donc, oui, mais c'est toujours un mois maximum. Peu importe où est-ce qu'on embarque, là, c'est toujours un mois. Donc, c'est ça. Puis après. C'est vite, pareil, je trouve. Ouais, je trouve ça vite. ça. Puis après, tu sors des certificats de mesurage. Une fois, donc, le livrable, c'est un tableau. Donc, le client va posséder en main un tableau où il a tous ses étages, tous ses espaces communs, il a tout est identifié. Puis, il va avoir des plans clés où on parle de chacun des espaces, où est-ce qu'ils se trouvent, comment on les a mesurés. Il va y avoir une petite préambule où on parle de la méthodologie, quelles normes on a choisies, comment on s'y réfère, c'est quoi les exceptions qui ne s'appliquent pas souvent. Il y en a telle entrée, nanana. Souvent, il y a des choses qui dérogent un peu ou que c'est des cas particuliers dans la norme. Puis par la suite, une fois qu'on valide ça puis qu'on présente ça au client puis qu'il est satisfait, là, on sort les certificats de mesurage qui leur permet de closer le bail avec le locataire. Merci, Sarah. Donc, selon vous, comment le mesurage BOMA influence-t-il les valeurs immobilières ou la perception de la qualité d'un bâtiment pour les investisseurs? Ben, en fait, il y a une perception pour l'investisseur de point de vue qu'il est encadré par une norme qui protège ses intérêts, puis qui lui garantit que ses finances, qui lui assure des finances viables. Après, s'il a des espaces communs hyper grands, puis qu'il est obligé de caper, au moins il sait combien il met sur la table aussi. Souvent, il faut savoir combien on met sur la table. L'autre point, c'est que ça sert beaucoup aussi pour le maintien d'actifs, tout ce qui est CAPEX, c'est-à-dire les fonds qu'on doit débloquer pour que ça soit le bâtiment continue d'opérer sa maintenance à long terme. Donc, lui, il est capable d'estimer ça avec son locatif. Puis, toujours, s'il n'est pas capable de facturer le plus que 15%, il est capable au moins d'augmenter un peu ses coûts dans les coûts de maintenance pour pouvoir réajuster. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oh, oui, parce qu'il y a les OPEX puis il y a les CAPEX, là, en anglais, qu'on va dire. Fait que s'il n'est pas capable d'aller chercher dans le ratio élu, son ratio élu serait à 18%, il est capé à 15%, il va aller le mettre dans son loyer additionnel à la place. Oui, pour les c'est le même pourcentage de perte-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même du travail financier. C'est du cas par cas, mais qu'on est capable de le guider là-dessus. Ça, c'est un. Deux, ça va si jamais c'est un futur acquéreur, c'est important pour lui de savoir dans quoi il embarque. Est-ce qu'il y a du potentiel? Souvent. Est-ce que c'est le bon prix aussi qui est facturé au locataire ou il est en train d'acheter quelque chose qui est over-facturé au locataire? Souvent, c'est laisse. Je peux te promettre que quand. Ah ouais? Oui. C'est moins que ça devrait. Oui. En tout cas, les cas que moi j'ai eus, c'est souvent ça, bizarrement. Je sais pas, parce que sinon on part en cours. C'est ça l'autre défi. Mais oui, donc il est capable de voir c'est quoi la plus-value qu'il peut avoir. Peut-être qu'il peut changer la norme et augmenter un peu les loyers, puis faire plus de plus-value. Et aussi puis ça fait aussi la valeur de son bâtiment parce que le propriétaire, si jamais il veut vendre, il est capable de dire à son acquéreur, donc là, je me positionne de l'autre côté, de dire, moi, j'étais capable de faire passer mon BOMA 2010 à mon bureau, puis regarde, tous mes baux sont signés. C'est comme il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus de remise en question, ça rassure, c'est une garantie. Oui. Donc, ça montre le sérieux de la transaction, là. C'est plus prestigieux aussi là, quand on a ça au dossier. Tu as un document clean avec des professionnels que tu peux prendre le téléphone, les questionner, puis sans pas gêner de répondre. C'est comme... Moi, je trouve que ça donne un bon notoriété. Oui. Ouais, puis il faut aller. C'est de bonnes pratiques. C'est de bonnes pratiques à faire. Puis je pense que au futur, j'ai du mal à croire que les gens ils vont plus adhérer à des normes non BOMA là. Et puis quelqu'un qui mesure avec son tête puis qui dit finalement ça je le vois dans ma suite. L'autre il me dit non. C'est comme ça fait bizarre. Le contraire fait bizarre. C'est pas pour rien que ça existe. Oui, c'est ça. Un énorme merci pour toute l'information, Sarah. C'était pertinent. J'espère que j'ai pu vous aider. Définitivement, c'était passionnant. On te remercie d'être venu pour ça. Ça faisait longtemps qu'on voulait en faire un. On est content d'avoir une experte comme toi. Le BOMA, c'est mystérieux pour beaucoup de gens qui connaissent pas ça. Maintenant, vous allez être plus équipés de savoir comment ça marche le BOMA. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir d'en parler aussi légèrement.
Si jamais il y a des questions, des N'hésitez intérêts, pas à contacter. oui, ça va nous Sarah. faire vraiment plaisir. Puis au plaisir de vous rencontrer sur la scène montréalaise. Donc, on vous invite à aller voir les autres capsules sur pmml.tv et de regarder les autres entrevues des spécialistes de l'immobilier commercial. Merci.